Bonjour Marie-France à nouveau. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui ici dans votre maison, dans votre lieu de travail. Je voudrais commencer pour que vous nous expliquiez un peu votre parcours, comment vous avez arrivé à toutes ces conclusions, à tous ces travaux sur les nouveaux enfants, comme vous les appelez. Les enfants actuels, pardon. Tout à fait. Alors ça a commencé, je dirais que ça a commencé avec le début de ma vie, parce qu'en fait, j'ai toujours eu des enfants autour de moi. Je me suis toujours occupée d'enfants, 6 enfants que j'ai été moi-même. Je suis l'aînée de 3 et j'étais élevée à la campagne. Et les voisins avaient 3 filles qui s'intercalaient entre nous 3. Ce qui fait que je me retrouvais l'aînée de 6. Et très souvent l'été, pour que la maman puisse aller participer à la moisson, je me retrouvais avec toute la petite bande. Et puis, de fil en aiguille, j'ai toujours eu des enfants, je m'en suis toujours occupée. Donc, quand j'ai passé mon bac, le plus naturellement du monde, j'ai fait une formation autour des enfants. Formation qui, à l'époque, s'appelait jardinière d'enfants et qui maintenant s'appelle éducateur de jeunes enfants. Donc, j'ai fait cette formation, mais dans l'école où je l'ai faite, il y avait la possibilité de faire une année de spécialisation pour les enfants en situation d'échec scolaire, tout en étant dans les limites de l'intelligence dite normale. Donc j'ai fait cette formation et la même école avait une école d'application. Donc j'ai eu un poste dans l'école d'application avec une classe de CP CE1. J'avais 15 enfants, tous en situation d'échec, ce qui fait qu'en début d'année, j'avais 15 enfants, 15 niveaux. Et petit à petit, les CE1, petit à petit, se regroupaient. Et les enfants, très tôt, eux étaient en échec, mais ils ont eu la bonne idée de me mettre moi-même en échec, parce que j'avais pourtant plein d'outils pédagogiques, mais je n'avais pas forcément les outils adéquats pour répondre à leurs difficultés spécifiques. Donc je suis partie à la quête de plein d'outils, en psychopédagogie, en psychomotricité. J'ai finalement fait la fac, où j'ai fait un DESS de psychologue clinicienne. Bon, j'ai quitté cette école puisqu'elle a fermé, mais l'enfant a toujours été mon fil conducteur, même si après j'ai travaillé avec des adultes, puisque après j'ai formé des éducateurs de jeunes enfants pendant pas mal d'années, mais l'enfant était toujours le fil conducteur. Et petit à petit, chemin faisant, j'ai fait dans les années 70 plein de formations avec les thérapies qui à l'époque s'appelaient transpersonnelles, psychocorporelles, humanistes, où j'ai eu la chance d'être formée avec les pionniers. Donc petit à petit, ma pratique a évolué, mais toujours avec les enfants comme fil conducteur. Et puis je remarquais bien qu'il y avait des enfants que j'ai commencé par appeler des enfants différents, parce qu'ils ne répondaient pas aux normes classiques, ils ne rentraient pas dans les cadres habituels. Et puis autour de moi, on me disait, mais non, il n'y a que toi qui vois des trucs pareils. Mais chemin faisant, je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'autre. Et le hasard de la vie ont fait que j'ai élevé un enfant, et lui m'a vraiment fait toucher du doigt la réalité de ce que je percevais depuis un moment. Et il m'a permis de voir qu'ils ne fonctionnaient pas tous de la même façon, que c'était un peu comme s'il y avait des grandes familles. À l'intérieur d'une famille, ils fonctionnent de façon semblable. À la limite, ils se ressemblent même physiquement à l'intérieur d'une famille, mais il y a des très grandes différences d'une famille à l'autre. Et puis, petit à petit, j'ai affiné ma compréhension jusqu'à en arriver à la compréhension cerveau droit, c'est-à-dire la compréhension qu'il y a une bascule dans la dominance des fonctions cérébrales. Que depuis des siècles et des siècles, l'humanité utilisait majoritairement l'hémisphère gauche, et que là, on est en train de basculer et d'utiliser majoritairement l'hémisphère droit. Et cette bascule, à votre avis, est due à quoi? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait faire un grand détour par l'astrophysique et l'astronomie, parce que c'est lié à tout ce qui se passe comme évolution dans l'ensemble de notre système solaire. Parce que la Terre est influencée par tout ce qui se passe dans le système solaire. Et les physiciens, on peut le voir, on le retrouverait sur le site de la NASA,
ont remarqué que depuis quelques décennies, il y a des paramètres de la Terre qui évoluent. Par exemple, le champ magnétique de la Terre diminue. Le champ magnétique de la Terre, c'est lui qui induit la pesanteur. Donc la pesanteur diminue. Parallèlement, la fréquence de Schumann de la Terre, c'est-à-dire sa vibration, augmente. Et ça, vous pouvez le retrouver sur plein de sites, de voir que le champ électromagnétique oui, diminue régulièrement, alors que parallèlement, la fréquence de Schumann augmente régulièrement. Et ça rejoint, par exemple, ce que nous disent les anciens Mayas, où ils expliquaient que la période dans laquelle on est une période de grand changement, une période de transition, parce que la Terre avec le système solaire, termine un grand cycle. Et entre autres, le cycle le plus simple pour nous, le cycle de 26 000 ans, le cycle de précession des équinoxes. Donc ça sera ce changement est dans l'air des temps, c'est un changement naturel qui se fait. Je voulais vous parler de quelque chose. Vous avez parlé des enfants en échec tout au début, vous avez travaillé avec ces enfants, et ces nouveaux enfants, certains sont en échec. Pourquoi? Certains sont en échec parce que les outils pédagogiques... On dit en échec. Hein? Oui, dit en échec. Parce que les outils pédagogiques utilisés ne leur correspondent pas. Ils ne sont pas en échec parce qu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles. C'est simplement qu'ils n'ont pas cette forme de capacité intellectuelle. Et je le vois, par exemple, j'ai mis en place des groupes de formation. Donc j'ai des thérapeutes, des enseignants, des parents qui suivent tout un cursus de formation. Et entre autres, je reprends toute la pédagogie, à commencer par l'apprentissage du calcul. Eh bien, j'ai plein d'adultes qui, à un moment donné, réalisent « Mais c'est ça? Ah, mais j'avais pas compris les choses comme ça. Ah, mais du coup, mais c'est drôlement clair, c'est drôlement simple. » 30 ans, 40 ans après. 30 ans ou 40 ans après. Et qui, d'un coup, se réconcilient, par exemple, avec le calcul, alors qu'elles avaient été fâchées jusque-là. Simplement, c'est dans la méthode d'apprentissage, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'approprier une connaissance parce qu'on ne leur présente pas de façon adéquate. J'ai l'impression que tout avance dans la société. Là, on voit par exemple au niveau des communications, l'Internet, on fait des pas des géants. Et l'éducation, j'ai l'impression qu'en 12 ans, jusqu'ici, ça a très peu évolué en relation à d'autres zones de l'évolution. Vous avez tout à fait raison. Et si toute l'informatique, toute l'électronique, tout ça, si ça avance si vite, je pense que c'est grâce à tous ces jeunes cerveaux droits hein, qui inventent, qui vont toujours plus loin. Et je suis sûre que dans quelques années, mais tout ce qu'on a à l'heure actuelle, ça va être complètement obsolète. Qui vont inventer des trucs, mais beaucoup plus performants. Et est-ce qu'on passera encore par le support d'outils? À voir. Mais par contre, sur le plan scolaire, c'est vrai que globalement, on ne peut pas généraliser, puis c'est plus valable dans certains pays que dans d'autres, que globalement, les systèmes scolaires s'accrochent un petit peu à leurs anciens acquis, s'accrochent un petit peu à leurs anciens conditionnements et ne voient pas, ne veulent pas voir que les enfants fonctionnent différemment. Et que les choses évoluent. Hein. Et que les choses évoluent. Hein, et que ça ne les met pas en cause, eux, en tant qu'individus, mais simplement, ça les met en cause en tant que détenteurs d'un certain nombre d'outils. Il faut qu'ils changent les outils de leur caisse à outils. Et à l'heure actuelle, ces enfants sont quel pourcentage de la population des enfants qui naissent ou qui sont déjà en train d'évoluer? Alors, c'est très difficile de donner un pourcentage précis parce qu'on n'a pas de critères. Mais moi, de mon ressenti, chez les petits, on arrive à des proportions de l'ordre de 80-90%. Presque tous. Chez les plus grands ou chez les ados, on ne va pas forcément les avoir identifiés, simplement parce que très tôt, on va les avoir obligés à se conformer au moule cerveau gauche. Les plus âgés, plus ou moins bien, plus ou moins mal, vont s'être laissés un peu conditionnés dans le moule. Les petits ne se laissent plus
conditionné. Et la grande difficulté, elle est là. Moi, personnellement, je plains les enseignantes de maternelle parce que les petits ne vont plus rentrer dans le moule. Moi, je vais vous raconter, j'ai un enfant qui a 5 ans, s'appelle Tobias. C'est un enfant qui m'émerveille parce que je l'ai eu avec beaucoup de conscience. J'ai accouché à la maison, je l'ai allaité pendant 2 ans et demi. C'est un enfant qui me dit, je lui dis, va te laver et après on fait quelque chose. Ah maman, tu ne me fais pas de chantage. Et quand les gens l'écoutent, c'est incroyable. Entendre un enfant de 5 ans parler de chantage et des mots comme ça. Oui, et pour beaucoup de parents ou pour beaucoup d'enseignants, c'est extrêmement déroutant parce que avant, ce mode relationnel vertical, on avait l'impression que l'enfant était un subalterne, qu'il était en dessous de nous. Alors que là, on se retrouve avec un enfant qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui non seulement est égal à nous, mais dans certains cas est même supérieur à nous, hein, parce qu'ils comprennent beaucoup plus les choses, ils ont un regard sur la vie, un regard sur les choses extrêmement pointu. Et on aurait sacrément des choses à leur apprendre. Marie-Françoise, que faire pour des parents? Moi, je m'inscris dans ce groupe de parents qui ont des enfants comme ça et qui ne savent pas quoi faire en fait, parce que la société, l'école n'est pas fait pour les enfants, mais en même temps, moi par exemple, je ne peux pas sortir les enfants de l'école et les garder chez moi, ou les mettre dans des écoles Montessori parce qu'ils ne sont pas près de chez moi, ou parce que ça coûte un certain prix. Donc, quoi faire? Ça, c'est la grande question à laquelle je n'ai pas une réponse unique. Pour le moment, on est vraiment dans le cas par cas. C'est-à-dire, c'est trouver la moins mauvaise solution pour que l'enfant soit le moins mal. L'idéal, c'est que quand on ne peut pas changer d'école, c'est que l'enfant ait une activité extrascolaire qui le passionne et de valoriser cette activité extrascolaire. Je le vois par exemple avec des petites filles, parce que c'est surtout des filles qui sont passionnées par les chevaux, par l'équitation. Bon. Eh bien, elles vont au manège avant, pour préparer les chevaux, les étrier. Elles font leur leçon, et après, elles vont préparer le cheval, l'étrier, le remettre dans son box. Donc, elles vont passer, mettons, 3 heures au manège. Eh bien, pour elles, ces 3 heures, ça va être leur semaine. Donc du coup, ce qu'elles vont vivre à l'école, qui ne va pas être terrible, ça va passer un peu en second plan, puisque le phare de la semaine, c'est ces 3 heures d'équitation. Vous voyez, c'est de déplacer un peu le problème et qu'ils aient quelque chose qui est le phare de la semaine. Chercher la passion quelque part de l'enfant pour qu'il puisse se retrouver dans ce qu'il aime. Oui. Voilà. Une autre question que je voulais vous poser, et là je vais vraiment parler de mes problèmes avec mes enfants, c'est la pression aussi des enseignants. Parce que cet enfant, encore Tobias, qui a 5 ans, il est chez les grands, de maternelle, et donc la maîtresse est très agitée parce que Tobias ne sait pas écrire chez les grands de maternelle. Et donc, elle m'a fait tout un tableau. Tobias va rater son université, sa vie, parce qu'il ne sait pas écrire en maternelle alors qu'il a 5 ans. Quoi faire? Et est-ce que c'est normal qu'un enfant en maternelle ne sache pas écrire ou reconnaître les mots, etc.?